Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons d'analyser pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter à travers le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec les invités qui ont accepté de me rejoindre. Khalid Beddou, vous êtes président de l'Association marocaine du marketing et de la communication. Nasser Ibn Abdeljelil, vous êtes le premier Marocain à avoir planté le drapeau marocain au sommet de l'Everest et également au pôle Nord. Vous êtes également coach. Et enfin, Patricia Defever, Cap-Ferréen. Vous êtes directrice générale des éditions Langage du Sud, co-auteur du livre Brand New Morocco et organisatrice de l'événement Brand New Moroccan Culture qui avait eu lieu en février dernier. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. La semaine dernière se tenait à Casablanca une conférence marketing pays sous le thème « Modéliser la marque Maroc » organisée par le Centre marocain de promotion des exportations, Maroc Export, et l'Institut Amadeus. Objectif, appréhender les mécanismes à mettre en œuvre pour faire rayonner leur royaume à travers le monde et les leviers à activer pour faire émerger une véritable soft power à la marocaine. L'occasion pour nous ce soir de comprendre comment se construit une marque pays, de connaître les défis que nous devons relever pour marketer et valoriser cette marque, et donc en connaissant nos atouts et nos défauts en termes de perception. Maroc, une marque en construction, c'est le titre de l'émission de ce soir. La marque Maroc, c'est l'image mentale du royaume que se font les gens à l'étranger. Elle est également définie comme une composante essentielle du capital immatériel du royaume. Maroc Export et l'Institut Amadeus sont conscients de l'importance de ce label. Ils ont organisé vendredi dernier la première édition de la conférence Marque Maroc. Des experts marocains et étrangers se sont penchés sur les moyens nécessaires pour consolider le label Made in Morocco. Ils ont également discuté des opportunités de développement de la marque nationale. Le Maroc est en train de bâtir son image de marque, c'est ce qu'a déclaré le ministre chargé du commerce extérieur. L'image d'un pays démocratique, tolérant, stable, avec une économie moderne et ouverte sur le monde. Mohamed Abou a rappelé les stratégies sectorielles initiées par le royaume. Le Maroc a signé des accords de libre-échange avec pas moins de 55 pays. De son côté, le chargé de mission au cabinet royal, Youssef Amrani, s'est exprimé au sujet du modèle marocain. Selon la même source, le pays est aujourd'hui crédible et attractif pour ses citoyens et ses touristes étrangers, mais aussi pour les investisseurs nationaux et internationaux. Pour construire une marque pays solide, il faut développer plusieurs leviers. La culture, le tourisme, les marques commerciales nationales, à citer aussi les universités, les écoles, les musées et les villes. D'ailleurs, plusieurs villes à travers le monde ont pu bâtir une marque durable. C'est le cas de Londres grâce à sa diversité culturelle, son dynamisme et son expertise financière internationale. New York aussi a pu symboliser la puissance économique américaine. Shanghai a pour sa part réussi à refléter la richesse de la Chine sur les plans économiques, sportifs, culturels et artistiques. Bien, on va essayer de comprendre ce soir comment se construit une marque Maroc, de pouvoir faire un bilan finalement de notre marque Maroc, parce qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet, on verra ça dans la deuxième partie de l'émission, et surtout, est-ce qu'on market un pays comme on market un produit, une entreprise, n'importe quel business. Mais avant, revenons sur cette actualité. La semaine dernière, vous étiez présent, sauf vous, hein, ça, vous n'y étiez pas. Je vais vous poser la question par rapport à cette conférence qui a eu lieu la semaine dernière. Puis c'est pas la seule, hein, depuis un certain nombre de jours où on parle de marque pays. Déjà, l'objectif qu'il y avait derrière l'organisation d'un tel événement, Sibedou. L'objectif principal était de comprendre comment on peut modéliser une marque pays. Aujourd'hui, nous parlons d'une marque nation, c'est-à-dire des atouts, c'est-à-dire un héritage, c'est-à-dire un capital immatériel d'un pays qu'il faudra mettre en valeur, qu'il faudra valoriser à travers des stratégies transversales. Donc aujourd'hui, c'était l'opportunité à travers cette conférence qui était quantitativement et qualitativement réussie par rapport à toutes les conférences qui ont été organisées sur ce sujet, a permis d'avoir différents panels, différentes introductions à cette thématique, différents appels à l'action
Parce qu'aujourd'hui, cela fait pratiquement 3 ans qu'on parle du sujet de la marque Maroc, du nation branding, mais je pense qu'il est temps aujourd'hui, et tous les intervenants ont été unanimes par rapport à ce sujet-là, de passer à l'action, de réfléchir à comment modéliser cette marque Maroc et comment en faire justement un levier de développement économique, politique et social, parce que quand on parle marque pays aujourd'hui, ce n'est pas uniquement une marque produit, une marque économique ou un label économique ou matériel, mais c'est aussi une notion qui revient dans la diplomatie officielle, dans la diplomatie parallèle, dans les interventions du pays, dans ses plans de promotion à travers le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, vu le positionnement que le Maroc est en train de se donner et vu les plans sectoriels qui sont en train de se mettre en place, nous avons besoin de coordonner notre message et notre stratégie promotionnelle afin de pouvoir être efficace et réussir à parler le même langage par rapport aux intervenants nationaux et internationaux. Alors Patricia de Fever-Cap-Ferrer, justement le contexte aujourd'hui dans lequel intervient cette conférence, mais aussi un certain nombre, on a l'impression qu'on accélère la cadence. Aujourd'hui, en parlant de marque Maroc, c'est pas pour rien que le Centre marocain de promotion des exportations était partie prenante, parce qu'il y a quand même aussi un côté mercantile derrière tout ça. Il faut qu'on puisse vendre le Maroc, mais en même temps ce qu'il peut offrir. Le contexte est opportun aujourd'hui, dans une année de COP22 notamment. Je dirais oui, le contexte est tout à fait opportun. Comme dit M. Bellou, ça fait plus de 3 ans maintenant qu'il y a différentes initiatives, qu'il y a beaucoup de choses, que la marque Maroc, on en parle beaucoup. Et je dirais que la COP 22, c'est un moment aussi de cristallisation, de focalisation sur le Maroc. Donc je crois que c'est tout à fait opportun. Et par ailleurs, que ce soit, il y a autre chose, c'est que l'action que mène Sa Majesté depuis plusieurs années, toutes ces interventions et tout ce qu'il a pu dire sur le capital immatériel nous poussent aussi, je pense, tous à réfléchir sur cela et à aller tous dans le même sens, parce qu'il y a effectivement aujourd'hui, moi je pense que le Maroc a beaucoup d'atouts. Le Made in Morocco, il y a un imaginaire, il faut le modéliser, il faut y répondre et on a peut-être plus d'atouts qu'on ne l'imagine même et qu'on y pense. Donc c'est un peu l'objectif, je crois, de cette journée. Elle l'a montré parce que beaucoup de gens sont intervenus là-dessus, chacun avec, je dirais, sa sensibilité et son approche, certains avec des approches plus pragmatiques, plus académiques, d'autres avec des approches beaucoup plus artistiques, mais tout le monde allait dans le même sens et tout ceci participe à la construction de cette marque Maroc. Donc ça me semble effectivement le bon moment. Alors justement, qu'est-ce qui a été abordé? Je viens à Nassal dans quelques instants, justement, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de marque Maroc et d'exporter l'image du Maroc à l'étranger, on reviendra sur l'expérience de Nassal. Encore une fois, on a abordé plusieurs thèmes, j'imagine, dans cette conférence. On parle notamment de soft power, parce que c'est vrai que cette notion, pour les gens qui nous regardent, on en parle aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça représente dans la construction de la marque? Vous avez parlé de soft power, de la construction de la marque Maroc. La soft power, c'est quoi? Parce qu'on en entend beaucoup parler. Le soft power à la marocaine ou faire rayonner soft power à l'international. Un soft power, c'est tous les outils qui permettent à l'image d'un pays d'être rehaussé à l'échelle nationale et internationale, encore une fois. On parle des universités. Les universités, c'est un soft power. Les universités marocaines, aujourd'hui, elles sont attractives pour des étudiants de toute l'Afrique, mais aussi d'autres pays du monde. Ces étudiants-là, ils s'imprègnent de la culture marocaine. Ils échangent avec des étudiants marocains. Ils apprennent à travers des professeurs marocains. Et une fois retournés dans leur pays, ils deviennent un soft power et des ambassadeurs pour cette marque Maroc, pour en parler autour d'eux. Les think tanks sont des soft power également. Nos think tanks, quand ils réfléchissent, quand ils produisent de la production intellectuelle, et cette production, elle est reprise à travers les réseaux sociaux, à travers le digital, à travers le monde, ce sont des soft power. La cuisine marocaine, c'est un soft power. Aujourd'hui, nos cuisiniers, quand ils partent, qui participent dans des forums internationaux, et Dieu sait comment la cuisine marocaine est appréciée à travers le monde, aujourd'hui, nous avons justement, cette cuisine-là est un soft power. Je parle aussi des artistes, je parle aussi des champions sportifs. On va revenir à ça, parce que ça va nous permettre de parler de la construction finalement de cette image, parce qu'il y a différents items et différentes manières de construire cette marque-là. Quand vous entendez ça, on reviendra sur votre expérience, bien sûr, de représenter le Maroc à l'étranger. Finalement, vous, la marque, on va le comprendre de manière cartésienne, parce que là, on parle de marketing. Vous, la marque Maroc, aujourd'hui, vous la percevez comment? Déjà, je pense qu'on commence sur un très bon échelon, c'est-à-dire le Maroc a une très belle image, je trouve, quand je voyage, que ça soit dans des coins aussi éloignés que le pôle Nord ou l'Everest, tous les gens que je rencontre ont une bonne image du Maroc. Je pense qu'il y a cette image d'authenticité
Je pense que le Maroc représente cette authenticité, retour un peu aux sources, et que ce soit aux États-Unis, au fin fond de l'Asie, il y a cette image-là. Et donc déjà, on part, j'allais dire, d'un point assez positif, on va dire. Alors, donc après, chacun est un ambassadeur de cette marque Maroc. Chaque Marocain, que ce soit, comme l'a dit Sibeldo, un sportif, un artiste, mais aussi tous les Marocains résidant à l'étranger sont des ambassadeurs de finalement cette marque Maroc. Parce que pour un Français, le Maroc, s'il n'y est pas allé, c'est le Marocain qui habite à côté de chez lui. Donc, alors, de manière scientifique, on va partir de ça, comment on définit une marque pays ? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire qu'il y a une marque. Aujourd'hui, moi, quand on me parlait marque Maroc, je pensais aux petits losanges qu'il y avait sur les clémentines et qui étaient exportés. Dans l'absolu, une marque pays, c'est quoi et comment ça se construit ? Une marque pays, c'est une stratégie transversale qui revient dans toutes les stratégies sectorielles et qui est récupérée par tous les messages promotionnels utilisés pour parler d'un pays, si je dois résumer en une seule phrase. Maintenant, chaque pays, il a des atouts. Il a un capital matériel et immatériel sur la base duquel une stratégie est communiquée, une stratégie est construite, elle est déployée par rapport au niveau de toutes les stratégies sectorielles et après elle est déployée au niveau de tous les messages. Maintenant, le Maroc, effectivement, il a une image très positive, disons de façon folklorique, sans pour autant que le thème soit péjoratif, mais disons le Maroc est une bonne destination touristique, les gens ils apprécient, ils voudront bien voyager au Maroc parce que c'est authentique, parce que c'est le désert, etc. Mais aujourd'hui le Maroc n'est pas que ça. Le Maroc est en train de se positionner en tant qu'un hub africain, il est en train de se positionner en tant qu'un pays attractif pour les industriels, il est en train également de se positionner comme un joueur, comme un player, entre parenthèses, au niveau géostratégique dans sa région, que ce soit en Afrique, que ce soit au Maghreb, que ce soit au milieu des pays arabes. Donc aujourd'hui, ce capital immatériel qui est piloté par Sa Majesté le Roi, par ses initiatives, par ses voyages, c'est le porte-drapeau de ce capital immatériel sur lequel il faudra construire cette stratégie. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est que une fois que nous partons dans un salon, par exemple, organisé par Maroc Export, qui est à Dubaï, ou un salon organisé par l'AMDI, l'Agence marocaine de développement des investissements à Londres, ou alors par l'Office national marocain du tourisme à New York, il faudra qu'on retrouve le même Maroc. Il faudra qu'on parle, bien sûr, chacun en fonction de sa spécificité, mais il faudra qu'on retrouve les mêmes mots, le même langage, la même charte graphique. Vous avez parlé du losange, c'est une petite composante qu'on retrouve, et d'ailleurs qui est historique, celle de la clémentine, qui est encore reconnue à travers le monde. Mais aujourd'hui, il faudra qu'on retrouve toute cette panoplie d'outils qui reviennent dans notre stratégie. Bien sûr, ce n'est pas un travail qui est limité dans le temps, c'est un travail qui est dynamique, qui se construit dans le temps et qui n'est pas relatif à aucun agenda politique ou économique. C'est un travail de fond qui doit se faire et qui doit être piloté de manière stratégique, disons-le, au plus haut niveau de l'État. Alors, on reviendra bien sûr sur la perception du Maroc et les défis qui sont à relever, mais revenons finalement dans la notion, dans l'absolu, dans le monde entier. Est-ce que c'est une notion qui est relativement nouvelle? Est-ce que dans le monde, la notion de marque-pays, c'est quelque chose d'assez récent ou c'est quelque chose qui a été construit depuis très longtemps? Et puis, j'imagine qu'il y a aussi des professionnels spécialisés dans la construction de marques à travers le monde. Alors, on en parle peut-être de façon précise depuis pas très longtemps. Mais finalement, vous avez des grands pays qui ont construit leur marque depuis très longtemps. On peut regarder le Japon. Quand on dit Made in Japan, je pense qu'on a tous en tête un certain nombre de choses. Et c'est une marque qui fonctionne aussi bien au niveau de l'économie, avec un certain nombre d'ambassadeurs, comme a pu être Sony ou d'autres marques. Au niveau culturel, ils ont des éléments culturels très forts, les Japonais. Et au niveau de la cuisine aussi, ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, la cuisine est un ambassadeur très fort. On peut regarder une marque pays plus récente qui s'est construite et regarder un petit peu les leviers sur lesquels ils ont travaillé, qu'est le Qatar. Le Qatar, il a utilisé d'abord quoi? Une compagnie aérienne, qui sont les ailes, les grandes ailes du Qatar, dans lesquelles il a investi et qui est une compagnie qui a été avec un rôle extrêmement important au niveau des élites économiques dans le monde entier, avec une réputation, parce qu'il faut construire une réputation quand on est un pays. Donc la compagnie aérienne, je dirais, est le premier ambassadeur. Quand on met les pieds dans un avion, on rentre. Moi, je dis toujours, pourquoi je vole sur la Royal Air Maroc? Parce que je suis au Maroc dès que je rentre dans l'avion. Et ça, c'est important. Donc, c'est le premier ambassadeur du pays. Donc, la compagnie aérienne, ça ensuite... demande de l'argent, quand même. Ça demande de l'argent. Ensuite, le Qatar a investi sur d'autres choses. La culture. Le PSG. Le sport, c'est ce que j'allais vous dire, le sport partout. Et aussi, il ne faut pas oublier les architectes. Quand vous construisez des tours, on peut faire
je dirais, rapprocher ça, les tours de Babel. Enfin, quand on construit des tours, l'architecture, c'est très important. Et aujourd'hui, au Maroc, il y a un travail très très fort, entre autres sur l'architecture. Je viens de travailler sur un livre sur les gares du Maroc. Pourquoi les gares du Maroc? Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est un emblème très fort de tout ce qui se fait en architecture. Et l'architecture, les architectes sont des ambassadeurs aussi. Donc effectivement, pour répondre à votre question, il y a un certain nombre de pays qui travaillent depuis très longtemps sur leur marque. Après, sur le soft power, si on regarde les États-Unis, eh bien Hollywood, c'est vraiment l'exemple précis du soft power, c'est-à-dire que ce sont des ambassadeurs, ce qui nous ont petit à petit modélisé tous à la culture américaine. Et il y a beaucoup de choses au Maroc qui sont fortes. Je veux dire, au Maroc, il y a la spiritualité, il y a la tolérance, il y a le message porté par Sa Majesté. Je crois qu'il y a beaucoup de choses dont le Maroc peut se servir pour aussi porter cette influence ailleurs. C'est ce que fait le Maroc en Afrique, porter cette influence ailleurs et développer cette marque marocaine. Nassal, vous avez vu réagir quand on parlait de la compagnie aérienne, mais... Oui, je pense que non, c'est un bon point, parce que les compagnies aériennes, on voit tout, un petit peu ces pays qui ont eu cette marque, que ce soit Singapour, Dubaï, les Émirats, Qatar, c'est par leur compagnie aérienne. Et je pense que c'est... Singapour qui ne partait pas avec les mêmes moyens que Qatar. Oui, exactement. Hein, ouais. Et pourquoi? Parce que c'est le point d'entrée, mais aussi c'est la dernière impression qu'on a quand on quitte un pays, c'est les aéroports, les compagnies aériennes, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un effort. Je sais qu'il y a on n'a peut-être pas les mêmes moyens que ces pays du Moyen-Orient, mais je pense qu'il y a un effort à faire de ce côté-là pour laisser cette bonne marque, j'allais dire, quand les gens quittent notre territoire, que ce soit les aéroports, mais aussi la compagnie aérienne. Alors, est-ce qu'il y a seulement la marque pays? C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de régionalisation avancée chez nous, donc la région est importante. Dans d'autres pays, est-ce que finalement la marque d'un pays est aussi construite à travers la marque de ses spécificités régionales? Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en considération? Alors c'est un travail qui va dans les deux sens. Ça peut être le cas de la France, avec les appellations d'origine contrôlée, mais un peu ailleurs. Effectivement, en fait, c'est un travail qui va dans les deux sens. Parfois, la marque pays, elle bénéficie de la marque ville ou région, et vice-versa, la marque région qui bénéficie de la marque pays. Je prends l'exemple de Dubaï, par exemple. Dubaï qui a travaillé sur cette stratégie de marque, de city branding depuis quelques années, depuis pratiquement une quinzaine d'années, et qui fait de Dubaï ce qu'il est aujourd'hui. C'est un hub, c'est un centre mondial, c'est une base de rencontres de différentes cultures, de business pour faire des affaires. C'est un rêve pour certains aussi d'aller à Dubaï pour travailler. Donc vraiment, la ville a réussi à construire cette image dont les Émirats Arabes Unis ont bénéficié. Dans l'autre sens, je prends l'exemple de l'Espagne qui est tout récent, qui a commencé justement à travailler sur la notion de marca España, qui est le concept de nation branding de l'Espagne. Et c'est un travail qui est piloté par un haut commissariat qui s'appelle le Haut Commissariat Marca España. Il travaille d'une part avec les pouvoirs publics et le privé, donc les confédérations professionnelles et les groupements d'entreprises, mais aussi il travaille avec les régions. On sait très bien que le système, régional, de la régionalisation en Espagne, il est assez diversifié. On a différentes régions qui ont différentes prérogatives et qui ont aussi plus d'autonomie. Mais toutes ces régions-là, ils travaillent au niveau promotionnel sous l'autorité de ce haut commissariat. Donc on retrouve les messages de l'Espagne comme pays emblématique, comme avec ses porte-drapeaux, notamment les équipes de foot, notamment la diversité, l'investissement, l'industrie, etc. Mais aussi, cela s'imbrique sur les stratégies de promotion des régions. Donc aujourd'hui, pour le Maroc, nous sommes en train de rentrer dans cette logique de régionalisation. Nos régions vont être amenées dans très peu de temps à être concurrentes les unes les autres en termes d'attractivité à l'investissement, en termes d'attractivité au tourisme, en termes d'attractivité au talent également, que ce soit dans le cadre des universités ou pour travailler dans ces villes-là ou dans ces régions. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps. Je sais que Casablanca a déjà commencé le travail de réflexion dans ce sens, mais je pense que les autres villes ne vont pas tarder à suivre. Le naming est important, puisqu'on parle de marque, on va revenir puis vous représentez l'association du marketing du Maroc. Le naming, est-ce qu'on a la même logique? C'est-à-dire que vous parlez d'Espagne, on parle de Costa del Sol, qu'on appelle même Costa del Golf, qui sert le tourisme. Je pense tout simplement à ce fameux slogan et logo de I Love New York, qui avait été créé par Milton Glaser en 77. Il avait d'ailleurs cédé les droits à la ville. Ça, il faut le faire de manière raisonnée, réfléchie, penser ou rebondir sur finalement une certaine spontanéité.
Il me semble qu'il faut le faire de façon raisonnée. On ne peut pas, autour d'une ville, il faut réfléchir, d'une région, sur son attractivité, sur ce qu'elle peut être à offrir. Ce qui est important aussi, je crois que ça a été dit d'ailleurs dans la conférence, c'est qu'il faut que la promesse corresponde à la réalité, c'est qu'il n'y ait pas de déception. C'est-à-dire que quand on construit une marque, on va construire effectivement un certain nombre de choses, il faut que les promesses soient tenues. Parce que sinon, je pense que c'est très mauvais pour la marque. Mais effectivement, toutes les villes, plusieurs villes aujourd'hui au Maroc peuvent se poser. Moi, je parle de Fès, Casablanca, parce qu'effectivement, j'y vis et que je tiens beaucoup à cette ville et elle a beaucoup d'atouts. Fès, parce que je trouve que c'est unique au monde. Et il y a des choses à construire autour de Fès qui, pour le Maroc, sont extraordinaires. Donc ça peut, effectivement, il y a des marques-villes au Maroc, il y a beaucoup de possibilités. Mais au-delà de la ville et du pays, je crois qu'il ne faut pas oublier l'économie. C'est-à-dire, pour qu'une marque pays soit forte, il faut qu'elle ait des marques fortes. Et il faut que les marques marocaines, on reprend l'exemple du Japon tout à l'heure, je vous parlais de Sony à une époque, la Corée Samsung, on peut regarder la Suède Ikea, la Finlande il y a eu Nokia. Il y a un certain nombre de marques qui sont porteurs de drapeaux. La France, on a un certain nombre de porteurs de drapeaux, pareil, les marques automobiles, l'Allemagne, c'est marques automobiles. Donc les marques économiques, c'est-à-dire que c'est un tout. Il faut aussi les marques marocaines prennent conscience qu'elles sont extrêmement importantes, et certaines ont vraiment de très belles histoires, elles exportent beaucoup, et qu'elles ont un rôle important à jouer dans cette construction de la marque pays. Là aussi, je dirais que c'est imbriqué. L'une nourrit l'autre et les autres nourrissent l'une. Tout le monde se nourrit, mais c'est très important. Mais c'est vrai que ça commence à être le cas aussi pour le Maroc. On le voit en Afrique en tout cas. Moi, quand je me balade en Afrique, les banques marocaines, que ce soit les banques marocaines ou les télécoms aussi qui sont installés en Afrique, font connaître le Maroc. C'est-à-dire tout le monde sait au Sénégal que telle banque, c'est une banque, ça appartient à tel groupement marocain. Donc, je suis tout à fait d'accord que ces marques marocaines font connaître. Vous parliez tout à l'heure du petit logo Maroc sur les clémentines marocaines. Que ce soit en Russie, au Canada ou aux États-Unis, ça fait connaître la marque Maroc. Et il y a même les gens demandent des clémentines Maroc quand ils sont dans un supermarché canadien, parce que il y a ce goût de la clémentine et on est connu pour ça. Donc, et tout à l'heure, vous parlez aussi de la régionalisation par rapport aux marques. Je trouve que c'est vrai que ça commence à l'être. Je veux dire, Marrakech et Fès sont aussi mondialement connus et font connaître le Maroc. Le film Casablanca aussi, les Américains connaissent le Maroc à travers le film Casablanca. Et tout ça, il y a évidemment des implications. D'ailleurs, c'est tellement fort que dans certains pays comme la Turquie, le Maroc, ils appellent ça Fès. Le nom du Maroc en Turquie, c'est Fès. Donc, ça montre bien que c'est imbriqué. Et puis, je pense que Casablanca, aujourd'hui, travaille sur sa marque avec un cabinet spécialisé. Donc, c'est pas sur un coup d'inspiration. C'est le même cabinet qui a créé la marque Only Lyon, donc pour la ville de Lyon. Donc, ils sont en train de travailler aussi dans les prochaines semaines, je pense, ou les prochains mois, ça va être public, sur une marque Casablanca, un peu sur le style de I Love New York. Alors, les canaux, je parle pas spécifiquement du Maroc, mais les canaux qu'utilisent aujourd'hui les pays pour finalement se marketer à l'international. Aujourd'hui, il y a des leviers spécifiques lorsque, je sais pas, les salons Internet aujourd'hui, sur quoi on va aujourd'hui pour être le plus efficace pour vendre son pays, que ce soit en termes de destination touristique, économique ou culturelle? Alors, les outils sont diversifiés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les outils officiels, notamment, je parlais tout à l'heure de la diplomatie, que ce soit la diplomatie officielle, la diplomatie parallèle, l'accueil qui est réservé aux citoyens, que ce soit nationaux ou internationaux, dans les ambassades et les consulats du pays à travers le monde. Tout cela dégage, justement, les compagnies aériennes, tout cela dégage un certain sens du pays, disons, une première impression du pays qu'on visite. Maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils sont devenus un outil redoutable et considérable dans la promotion de la marque pays. Pourquoi? Parce que non seulement il y a la communication top-down, c'est-à-dire du pays qui est en train de communiquer vers la population internationale, mais c'est aussi dans l'autre sens. C'est comme les sites de réservation d'hôtels qui existent aujourd'hui et qui permettent à l'hôtel de faire sa promotion, mais aussi aux consommateurs, à ceux qui ont déjà visité ou passé quelques nuits dans cet hôtel-là, de donner leur impression, de donner une note pour cet hôtel-là. Donc la même chose pour un pays. Un pays, il peut faire toute
plus belle stratégie de communication et de marketing sur les réseaux sociaux. Mais après, si le retour est négatif, si les personnes qui ont déjà une expérience avec ce pays, que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit au niveau de l'investissement, que ce soit au niveau que ce soit même en transit ou en visitant un consulat, une ambassade quelque part dans le monde, c'est ces réactions-là que les gens prennent en compte. Donc c'est du contenu, on appelle ça dans le jargon, c'est du earned media et du owned media et du bot media. Il y a du owned media, c'est-à-dire c'est ce que le pays construit comme outil de communication, de promotion. Il y a le earned media, c'est ce que les autres disent de ce pays-là. Et donc aujourd'hui, dans un monde qui est globalisé, mondialisé avec le digital, on ne peut plus contrôler cela. Et puis bien sûr, il y a les autres outils classiques, notamment les messages télé, radio, etc., qui sont de moins en moins crédibles, je dirais, que une communication dans les deux sens, où on a la communication du pays, mais on a dans l'autre sens les feedbacks des gens qui ont déjà une expérience avec. Est-ce que c'est juste une question de communication? Je reviens sur les exemples que vous nous avez cités tout à l'heure, avec ces success stories internationales. Bien sûr, on parle des États-Unis avec leur rayonnement à travers le cinéma et la culture, le Japon. Est-ce que finalement, c'est le pays intrinsèquement qui se vend lui-même de par son niveau de croissance, son niveau culturel, son niveau social, ou alors c'est une histoire de communication? Est-ce qu'on peut construire une marque solide même avec un pays qui est encore avec des fondamentaux qui sont pas, je parle pas du Maroc, mais je parle à l'étranger? Est-ce que c'est la communication la clé? La communication n'est pas, on va en parler tout à l'heure, n'est pas suffisante si derrière on n'a pas construit des choses assez solides. Donc ça me paraît effectivement une évidence. On parlait tout à l'heure des promesses. Mais après, moi, je dirais qu'au-delà de la communication traditionnelle et puis des réseaux sociaux, on a parlé tout à l'heure des étudiants. Je crois que les étudiants sont extrêmement importants. Toute la population, en fait, des gens qui sont des étudiants, des artistes, des écrivains. Le Maroc a la chance d'avoir un certain nombre d'écrivains quand même très connus, qui sont pas forts, et qui publient beaucoup. Le Maroc a des artistes qui sont des artistes internationaux, aujourd'hui reconnus internationalement. Donc tous ces gens-là aussi sont vecteurs de communication, et on a envie en fait peut-être de s'y associer, de ressembler. C'est une communication très positive, et je crois qu'il faut aussi aider tous ces ambassadeurs. On a des designers au Maroc, dont un qui est aujourd'hui à la tête de l'Africa Design, Hicham Lalou, qui est reconnu au niveau international, qui est dans des musées. Donc tout ça aussi, c'est pas forcément les réseaux sociaux, c'est une autre méthode de communication, mais je crois que c'est important d'identifier tous ces vecteurs et de les aider, de continuer à porter le Maroc et de porter le Maroc différemment. Moi, je crois beaucoup aussi, et surtout aux jeunes, et à cette mixité, parce qu'effectivement, les jeunes qui viennent, ils repartent avec le Maroc. C'est-à-dire, quand on a fait ses études dans un pays, on est convaincu de ce pays et on le porte, je pense, toute sa vie. Donc ça, c'est un investissement très positif, qui est autre chose que de la communication, mais qui est un investissement très positif. Quand on va prendre l'exemple de la Chine, les Chinois, il y a quelques années, étaient relativement inexistants sur l'art contemporain. Aujourd'hui, vous avez des grands artistes chinois qui se vendent dans les maisons, dans toutes les grandes maisons d'œuvres d'art, et qui font de la Chine, qui sont en train de montrer une autre Chine, une autre image. Donc ça aussi, c'est important. Et au Maroc, il y a beaucoup de talents artistiques. La scène artistique marocaine est très riche. Donc ça, c'est autre chose, c'est une autre forme de communication, et qui est très présente, je pense. Je voulais juste rajouter deux idées, en fait. La première, c'est qu'un festival comme Mawazine, comme le festival de Fès de la musique sacrée, ça, c'est un outil aussi, un canal de communication très puissant. Quand on voit le relais que ça génère à travers le monde, à travers les médias, à travers les diffusions, que ce soit en direct ou en direct, les artistes qui viennent et qui vont parler du Maroc et de leur expérience d'avoir rassemblé 150, 200 000 personnes, ça aussi c'est un soft power justement, et c'est un outil qui pourra être utilisé pour faire le soft power là que vous avez en face de vous là, parce qu'on en a pas parlé. J'attendais justement pour quand même rappeler ce qu'il avait fait. Nassar, on va juste le répéter, planter le drapeau marocain au sommet de l'Everest. Oui, c'est une autre façon de porter, on va dire, haut les couleurs marocaines, au sens premier du terme. Non, mais je rebondis. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Parfois, on ne profite pas assez
du potentiel Maroc, je trouve. Là, on parlait certains festivals. Je trouve par exemple le festival Mawazine, j'en parlais avec des amis français juste récemment. C'est un festival où on a en une semaine des artistes qui normalement à Paris se produiraient tout au long de l'année. Chaque spectacle coûterait 100 ou 150 euros. Pourquoi on ne crée pas une offre touristique pour le festival Mawazine, pour cette semaine? Je suis sûr, moi, mes amis français, personne n'était au courant qu'on avait autant de stars en une semaine à Rabat. Ça pourrait faire découvrir la ville. Donc, parfois, je trouve qu'on rate certaines occasions. On a un festival magnifique, qui c'est vrai pour les Marocains tout d'abord, pour voir tous ces artistes. Mais pourquoi l'ONMT, le ministère du Tourisme ne s'y grève pas pour créer une offre vers l'étranger? Parce que je suis sûr qu'il y aurait beaucoup d'Européens qui viendraient pendant une semaine. Je veux dire, c'est jamais vu dans le monde. Ça nous fait parler de la stars. transversalité dont vous avez parlé, Exactement. et ça va nous permettre de parler des challenges et des défis à relever pour que la marque Maroc se construise. Et on fera bien sûr un focus sur la marque Maroc aujourd'hui, comment elle est perçue, et ce à travers 2 études. On verra les résultats, notamment par l'IRES, l'Institut de recherche et d'études scientifiques françaises, et votre association, puisque vous avez réalisé une étude de perception auprès de 2200 cadres et dirigeants africains. On verra les résultats de cette étude. On fait une petite pause, on revient juste après. Maroc, une marque en construction, c'est le sujet de ce soir dans 60 minutes pour comprendre, si vous venez de nous rejoindre. Alors, la réputation du Maroc, la perception du Maroc auprès des dirigeants africains. On regarde un sujet de Manal Akhdari. La réputation du Maroc est classée 36e sur une liste de 70 pays analysés avec 53,7 points. C'est le résultat d'une étude réalisée en 2015 par l'Institut royal des études stratégiques en partenariat avec le cabinet américain Reputation Institute. La notation du Maroc reste légèrement inférieure à la moyenne globale, fixée à 55 points. Mais seuls les avis des citoyens de 17 pays ont été pris en compte. Les pays du G8, puis l'Australie, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Inde, le Mexique et la Turquie. Cette analyse a permis de cerner les forces et les faiblesses, mais aussi les risques et les opportunités de communication sur l'image du pays. À noter qu'elle constitue un facteur important dans les décisions des touristes, des entreprises et des investisseurs. En tête des attributs appréciés, l'environnement naturel, la sécurité offerte aux touristes et le style de vie. Quant aux points à améliorer, l'analyse cite les technologies, l'innovation, le système éducatif, l'environnement institutionnel et politique, puis la culture et le bien-être. La Russie est le pays qui a une meilleure perception du royaume avec 63 points, suivi des États-Unis avec 61 points et du Royaume-Uni. Pour garantir le rayonnement de la marque Maroc à l'échelle internationale, le royaume compte d'abord sur le tourisme, le deuxième contributeur au PIB national. Avec plus de 10 millions de touristes, le Maroc a été la deuxième destination touristique d'Afrique en 2014. Le développement durable est également un domaine d'excellence du royaume, sans oublier les produits locaux de qualité, notamment l'huile d'olive et les produits cosmétiques à base d'eau de rose ou d'huile d'argan. En revanche, des défis sont à relever en ce qui concerne le capital humain, la production intellectuelle, la promotion des think tanks, le sport et l'environnement. L'environnement qui occupe aujourd'hui une place de choix dans les principaux programmes nationaux. À rappeler que Marrakech devrait accueillir du 7 au 18 novembre prochain la 22e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, on va donc faire le point, après ce sujet de Manal Akhdari, sur comment est perçu aujourd'hui le Maroc ou cette marque Maroc. On a 2 études donc réalisées par l'Institut royal des études stratégiques, c'était en décembre 2015, et puis celle réalisée par votre association marocaine du marketing et de la communication, c'était en 2014. Alors quand on parle de réputation, c'est vrai que là on a cette notion de réputation, comment on construit une réputation pays? Comment ça se mesure? Comment ça se mesure? Il y a différents critères et ça a été cité, certains ont été cités pendant le reportage, mais aujourd'hui, si on prend les 4 critères principaux sur lesquels ce genre d'études sont basées. Premièrement, c'est l'attractivité au tourisme. Donc, comment ce pays il est perçu par rapport à son attractivité, à son offre touristique, par rapport à ce qu'il déploie comme moyen pour attirer les touristes, et comment ces touristes-là, ils perçoivent ce pays.
Deuxième critère, c'est l'attractivité à l'investissement. Et donc, dans ce cadre-là, c'est le doing business qui rentre en jeu, c'est la perception du système juridique du pays, c'est les expériences de personnes qui ont déjà eu recours aux services d'investissement ou de promotion d'investissement du pays. Donc, comment quelle image cela génère par rapport à l'attractivité ou à la perception de l'image de ce pays. Troisième critère, c'est les biens et les services. Donc, c'est le made in Morocco, le made in France, le made in Japan. Comment les produits de ce pays sont perçus. Et donc, nous avons retrouvé dans le cadre de notre étude que vous avez citée que le made in Morocco, il est perçu de manière très positive par rapport à tous les pays d'Afrique pratiquement qu'on a couvert dans notre étude. En moyenne, 74-75% d'appréciation de ces personnes-là qui disent comme quoi ils sont prêts à acheter un produit made in Morocco. Maintenant, entre l'intention et la perception et l'acte, il y a toujours une différence. Mais en tout cas, 74% apprécient le Made in Morocco versus 39% des Marocains qui disent, en répondant à la même étude, qu'ils apprécient le Made in Morocco. C'est pour vous dire que le produit marocain, il est aspirationnel pour les autres pays d'Afrique, versus nous, Marocains, qui avons plutôt un référentiel européen, américain, qui avons une perception plus négative. Et puis le quatrième critère, c'est les talents, les ressources humaines. Donc on a parlé des étudiants, on a parlé de la qualité, de la capacité des ressources humaines. Encore une fois, en Afrique, les personnes qui ont eu affaire à des entreprises marocaines implantées dans les différents pays d'Afrique, ils ont une appréciation positive. Par contre, les Marocains, ils disent que leur système éducatif n'est pas aussi attractif, n'est pas aussi intéressant, n'est pas à benchmarker avec des formations à l'international. Donc, en général, quand on voit un peu les différentes études de perception d'image, c'est principalement ces 4 critères qui sont pris en considération. Il y a aussi une étude qui est annuelle et qui permet d'avoir un trend par rapport à la valorisation de la marque pays. C'est un baromètre. Alors, on va y arriver parce que je vais vous poser la question, comment on valorise, parce qu'il y a un chiffre devant, oui, ça vaut de l'argent. Moi, j'aimerais savoir comment on met un chiffre en dollars devant une valeur marque. Je reviens sur justement cette étude de l'Institut Royal des études stratégiques. Alors, c'est vrai que quand on voit comment l'étude est faite, c'est une étude de perception à l'étranger qui est importante, mais la perception à l'étranger, en fonction, et d'ailleurs c'est ce qui est souligné dans les résultats de cette étude, c'est que plus on s'éloigne du Maroc, plus la perception est peut-être pas biaisée, mais en tout cas focalisée sur un ou certains points. C'est important d'avoir des repères comme ça pour pouvoir poser à un moment donné, se dire où est-ce qu'on en est. Vous voulez lire des études ? Oui. Oui, il me semble que c'est très important parce que c'est à partir de là qu'on réfléchit sur ses forces et ses faiblesses, parce que dans ces études, les forces et les faiblesses sont totalement apparentes. Je ne vois pas comment on peut faire sans études. Enfin, monsieur, je pense, me contredira pas. Il y a une chose dans ce que vous venez de dire dans l'étude qui ressort et sur lesquelles je voulais revenir, c'est la perception, dont vous avez dit, des Marocains et de l'étranger. Et entre autres sur les marques. Ce qui m'a conduit, moi, à réfléchir sur les marques marocaines et à me replonger dans ce métier de marque, puisque en fait j'écris sur beaucoup de sujets, mais c'est que quand je faisais beaucoup d'interviews auprès des entreprises marocaines et des marques, et je trouvais souvent que les gens n'étaient absolument pas fiers de leur marque. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'il y a des histoires absolument magnifiques, il y a des très belles marques. Et souvent, alors ça, c'était l'objet justement d'un livre, et c'est comme ça que j'ai fait. En fait, on a pensé à ce livre, Brand New Morocco, et qu'on a fait la plateforme là, et aussi nos colloques. C'est parce que effectivement. C'est vrai qu'en le feuilletant, excusez-moi, je vous interromps, mais c'est vrai qu'en le feuilletant tout à l'heure, on a vu. Finalement, toutes ces marques papier peint avec lesquelles on a grandi, lorsque vous les agrégez dans un livre, on se rend compte de la richesse de beaucoup de marques qui font notre quotidien. Et c'est comme ça. Et je dirais que les premiers porteurs de leur marque, ce sont les Marocains. Et donc, il va falloir aussi communiquer vers les Marocains sur la marque Maroc. Pas simplement, je dirais, à l'étranger, parce que les premiers porteurs de la marque, ce sont les ambassadeurs du pays, sont les gens du pays. Alors, au Maroc, on est très fiers de sa culture, mais bizarrement, pas forcément de sa marque. Alors, je crois que là, c'est vraiment pour moi un point essentiel, c'est qu'il faut communiquer vers les Marocains. C'est pour ça que moi j'ai commencé à travailler sur ce livre, c'est pour ça qu'on a fait la plateforme, et c'est pour ça qu'on a fait le concours auprès des jeunes Marocains l'année dernière, où on a demandé à la jeunesse marocaine et aux jeunes artistes de dire qu'est-ce que vous inspire la marque Maroc. Et ce qui a été formidable, c'est l'enthousiasme de ces jeunes qui ont répondu et qui ont vraiment fait des choses. Donc je crois qu'il faut aussi penser à communiquer, à s'adresser à cette population, à notre population marocaine qui est porteur de sa marque.
Est-ce qu'on sait marketer Vous parlez d'ambassadeurs, je reviens encore vers Nasser Al-Mnajil, parce que c'est aussi pour ça hein, qu'il est là avec nous ce soir. Est-ce qu'on sait marketer les exploits? Il y a Nasser, il y a, je pense aussi à Hassan Baraka, hein, qu'on connaît bien. Est-ce qu'on sait vendre ça? C'est-à-dire, eux se vendent à un moment donné, mais est-ce qu'on arrive à le vendre ça? Et qu'est-ce que ça ramène, ça, en termes de perception, d'avoir des exploits, que ce soit des exploits sportifs ou des exploits qui sont hors des circuits sportifs classiques? Alors, je reviendrai sur ce qu'a dit Madame par rapport aux marques. Il faut qu'on ait confiance en la qualité de nos produits marocains. Et quand je dis donc que ça soit pour les marques, aujourd'hui, je pense que la qualité de certains produits marocains n'a rien à envier à la qualité, si on prend par exemple les lessives, des lessives internationales. Et donc, elle a raison, parfois les Marocains ont une perception encore que peut-être que les produits marocains sont de moins bonne qualité. Et ça, c'est plus vrai aujourd'hui. Et c'est la même chose pour ces ambassadeurs. Vous parlez que ce soit Hassan Baraka ou d'autres. Parfois, c'est un peu difficile, même en tant que je suis aussi conférencier, par exemple. Parfois, quand je suis proposé dans une convention, on se dit « Ah, mais on ne peut pas te payer comme un coach international ou comme un conférencier international. » Pourquoi? Si on fait la même chose, et j'allais dire, le public marocain s'identifierait encore plus à un conférencier marocain qu'à un conférencier international. Donc il y a un petit peu encore ce complexe, peut-être d'infériorité par rapport à l'extérieur, que ce soit sur les produits ou sur les ambassadeurs, que ce soit des sportifs, des artistes. Les artistes à Maouezine, les artistes marocains qui se produisent à Maouezine ont des cachets bien inférieurs j'allais dire, aux artistes internationaux. Pourquoi? Alors qu'ils peuvent rassembler aujourd'hui un Saad Mjarrad et une star internationale, que ce soit au Maroc évidemment, mais aussi au Moyen-Orient. Ils chantent en Derija. Que vous avez aujourd'hui des gens au Moyen-Orient qui chantent des chansons en Derija, c'est la première fois. Et je trouve que c'est aussi le soft power dont on parlait. Ça fait aujourd'hui tout le monde arabe, c'est que c'est Al-Mjarrad des Marocains. Les gens, ça leur donne peut-être envie de venir au Maroc, ça leur donne envie d'écouter d'autres artistes marocains. Donc, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas avoir ce complexe. Il faut être au contraire fier de porter des marques marocaines, de alors, manger pour être marocain. fier, on va mettre là débit, crédit, ou alors avantages, inconvénients. Si on devait résumer aujourd'hui les principaux atouts que nous avons aujourd'hui, c'est vrai, et puis après ceux qui sont en intermédiaire et qu'on doit développer. Les principaux atouts du Maroc, lorsqu'on voit à la lumière de ces études-là, vous nous avez donné ce qui était mentionné dans votre étude, si on doit compiler un peu tout ça, les principales forces du Maroc à l'international, après on verra de quelle manière ça peut s'insérer dans la marque. Alors, premier atout, c'est la monarchie. La monarchie qui incarne la modernité, mais qui incarne également un aspect spirituel qui est renforcé notamment dans des pays d'Afrique. Et c'est ressorti d'ailleurs dans notre étude, on a posé la question, quand on vous dit Maroc, quelle est la première chose, la première image qui vous vient à l'esprit? Plus que 60% dit que c'est l'image de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Effectivement, et surtout principalement en Afrique francophone, il est connu, il est reconnu en tant que chef, non seulement leader politique. Accentué après sa visite. Après les visites, c'était encore accentué, non seulement en tant que chef politique, mais aussi que chef d'État, mais aussi que chef spirituel. Donc ça, c'est premier atout. Deuxième atout, nous avons un emplacement stratégique. Donc nous sommes entre l'Afrique et l'Europe, porte d'entrée, c'est un positionnement qu'on n'a pas toujours mis en valeur ou sur lequel on n'a pas capitalisé au maximum, avec des projets comme Tangemed, avec d'autres projets qui sont en train d'arriver. Le Maroc peut jouer ce rôle-là en tant que porte d'entrée vers l'Afrique, une réelle porte d'entrée, une réelle plateforme pour les échanges entre l'Europe, les États-Unis, l'Asie et l'Afrique. Troisième critère, l'environnement. C'est un nouveau soft power, c'est un nouveau positionnement pour le Maroc, que le Maroc est en train de choisir. Nous avons la COP22 comme un événement déclencheur, mais nous avons aussi des projets comme le projet d'Onour, qui a été lancé, la plus grande station photovoltaïque à travers le monde. Quand on a des stars comme Leonardo DiCaprio qui fait un tweet de la photo de la station Nord et qui la diffuse, et on a des milliers de personnes qui retweetent et qui reprennent cette photo-là, eh ben ça c'est du travail d'image. Donc ça c'est un atout également. Nous avons aussi la stratégie industrielle qui est mise en place. Nous avons également ces Marocains qui sont à travers le monde, qui ont réussi. Et justement, je profite de l'occasion pour féliciter et saluer tout le travail que fait Nasser Al-Mnajil, parce qu'au-delà du fait qu'il a porté le drapeau marocain à la tête au sommet de l'Everest, mais aussi il est en train de parler aux jeunes, il parle aux jeunes, il parle aux moins jeunes, il leur raconte l'histoire, il les motive, il les mobilise et justement il donne cette image d'un Maroc dynamique, jeune et qui aspire vers l'avenir. Donc
peut-être que j'en oublie d'autres, mais on a, je pense, si on doit lister les 5 ou 6 atouts principaux sur lesquels cette stratégie marque Maroc doit être construite, ça va être la monarchie, l'environnement, la stabilité politique et l'emplacement géographique, et puis la jeunesse et bien sûr la culture et le tourisme qui sont aujourd'hui l'ADN de ce Maroc. Certains poids lourds économiques, je rajouterais comme l'OCP qui est quand même le premier producteur mondial de phosphate et qui demain peut-être grâce à l'OCP on pourra nourrir toute la planète. Et puis les poids lourds de la finance marocaine, que ce soit Tijari, Banque Populaire, BMCE, qui sont présents dans pratiquement presque tous les pays d'Afrique aujourd'hui. Patricia de Fever-Cap-Ferrer, vous devez compléter cette liste d'atouts. Oui. Après, on va parler des choses qui fâchent, c'est-à-dire là où on n'est pas bon, est-ce qu'on doit améliorer? Moi, j'ajouterais la culture qu'on peut trouver à travers les métiers d'art du Maroc. De même qu'au Japon, on a des trésors vivants. Les métiers d'art du Maroc, ce sont des trésors vivants, porteurs d'une culture séculaire et d'esthétique, de savoir-faire. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut l'enrichir et s'appuyer dessus. Et je reviens effectivement au festival dont on a parlé, qui eux aussi sont porteurs de la musique, de cette diversité, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'emplacement stratégique du Maroc, mais c'est la diversité du Maroc, la richesse humaine, le capital humain. Le Maroc vraiment représente cette pluralité, cette diversité, et ça c'est quelque chose aussi dont on peut parler. Je donne souvent un exemple, parce que moi ça m'a frappé quand j'ai travaillé sur tout ce qui est métier d'art. Je parle souvent du kimono, que je compare au caftan. Pourquoi je fais ça? Je vais me dire, je vous l'ai déjà dit, mais ce qui me frappe déjà, c'est que si vous voulez, j'étais il n'y a pas longtemps dans un musée en Chine, où quand vous regardez, vous vous dites, mais c'est bizarre, on dirait les colliers que j'ai vus dans le sud du Maroc, on dirait des broderies que j'ai vues au Maroc. Et en fait, aujourd'hui, les Japonais ont fait du kimono un ambassadeur et un emblème qu'on trouve partout dans le monde, qui a été revisité par les plus grands créateurs. Le caftan, Saint-Laurent s'en est inspiré là, et ça l'a inspiré dans toute sa création. Et je crois que le caftan pourrait être un ambassadeur extraordinaire de cette culture, de cette beauté, de cette esthétique et de cette richesse marocaine, aussi bien que le kimono. Parce qu'un kimono, à l'origine, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et on en a fait quelque chose de fantastique qui a inspiré les plus grands. Donc voilà, c'est un exemple, mais c'est un petit exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres. Ouais, comme quand on voyait Suzanne Sarandon au Festival du film de Marrakech porter un caftan chaque fois qu'elle venait sur le tapis rouge. Là où on n'est pas bon, alors, où est-ce qu'on n'est pas bon et qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore? Là où on n'est pas bon, je dirais, c'est dans notre perception de la communication en tant qu'axe majeur de toute stratégie nationale. Et là, je parle que ce soit au niveau des pouvoirs publics, mais aussi au niveau du secteur privé. Aujourd'hui, si je dois schématiser, on perçoit la communication comme un peu la crème chantilly qu'on vient pour mettre sur une tarte qu'on a déjà fabriquée. On fabrique la tarte, on la fait comme on veut, et puis après on la pose, et puis après, pour qu'elle soit jolie, pour l'embellir, on met un peu de la crème chantilly, peut-être une cerise là-dessus également. C'est lourd à comme digérer, ça, la chantilly. comme ça va faire la cerise sur le gâteau. Mais en tout cas, malheureusement, c'est la perception que beaucoup d'opérateurs publics et privés ont de la communication et ont du vrai sens du marketing. Alors qu'aujourd'hui, la communication, elle doit s'imbriquer au niveau de toutes les stratégies. Les multinationales l'ont compris, la communication, elle fait partie du comité de direction de toute entreprise parce qu'il faut suivre le projet depuis sa création et il faudra réfléchir à comment ce projet il va être perçu, comment il va être communiqué, comment il va être commercialisé au grand public. C'est exactement la même chose pour une stratégie sectorielle ou que même pour notre affaire affaire d'intégrité territoriale. Nous avons besoin d'intégrer la communication en amont du processus et pas en aval, pas pour venir en communication de crise. Ça, on l'a bien vu et commenté au cours de ces dernières semaines. À chaque fois que le mois d'avril s'approche, on commence à mettre notre main sur notre cœur et se dire, j'espère que ça va mieux se passer cette fois-ci. Mais en tout cas, la communication n'est pas que la communication de crise, c'est une communication qui doit s'infiltrer au tout début de toute stratégie, de tout projet, quelle que soit son envergure. Et si on veut aujourd'hui éviter les erreurs que nous avons faites dans le passé, que ce soit dans la promotion de l'image du Maroc, que ce soit dans la défense des intérêts territoriaux du Maroc, que ce soit dans la diplomatie officielle ou la diplomatie économique, nous avons besoin d'intégrer cette composante à travers des spécialistes. On n'a pas besoin que d'avoir... malheureusement, ce qu'on remarque très souvent, c'est que la fonction de communication, elle est gérée par une personne parce qu'elle a l'ancienneté qu'il faut pour avoir un titre de directeur de communication et du coup, elle a cette fonction de directeur de communication.
Heureusement, ce n'est pas le cas partout, mais très souvent, c'est ainsi que les choses se déroulent. Et très souvent, on se retrouve avec un manque d'expertise, un manque de savoir-faire, et on finit par avoir des stratégies qui sont basées sur du ponctuel, qui sont basées sur de la communication tactique, alors qu'aujourd'hui, la communication, et surtout si on veut un pays qui se positionne dans son environnement régional et international, nous avons besoin d'intégrer la communication au plus haut niveau de toute stratégie sectorielle et au plus haut niveau de la diplomatie. Il faudra que nos ambassadeurs et que nos consuls soient formés de manière à ce que leur communication ne soit pas juste le discours officiel et vraiment les choses bien carrées et les ongles arrondis, mais on a besoin d'avoir des ambassadeurs qui communiquent de manière positive et de manière aussi, je dirais, tactique pour pouvoir répondre aux exigences et anticiper sur les problèmes avant qu'ils arrivent. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Bon, j'imagine. Parce que en termes les points où il faut qu'on s'améliore, on n'est pas si bon que ça. Alors, au-delà de la communication, d'avoir un langage uniforme, qui soit finalement commun et qu'on puisse utiliser de manière transversale, il y a d'autres points qu'on peut améliorer pour que notre perception à l'international, je vous poserai la question après du rôle de la COP22 cette année, est-ce qu'on prend la mesure de ce que ça peut représenter pour l'image du Maroc? Moi, je parlerais effectivement de cohérence. Je crois que c'est aujourd'hui quelque chose, je sais que vous aviez parlé de ça, mais c'est extrêmement important parce que quand on passe d'un salon à un autre, à l'international, et quand on regarde les différents acteurs, aujourd'hui le problème, je crois, du Maroc, c'est cette cohérence, c'est qu'on trouve à chaque fois des images différentes, des images, et je vais vous dire, c'est aussi ça qui m'a motivée depuis 9 ans à écrire sur le Maroc, c'est qu'en fait, j'en avais assez de me trouver en dissonance avec ce que je vivais en interne et ce que je trouvais à l'extérieur. Donc j'ai dit, je veux apporter ma petite brique en écrivant sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est comme ça que c'est du. Mais il y a un problème, ça c'est la cohérence, je crois que c'est vraiment, il faut que tout le monde comprenne qu'on travaille tous pour une chose, qui est le Maroc et la marque Maroc. Ce ne sont pas des marques, ce sont qu'une marque. Et donc ça me paraît extrêmement important. Je crois que pour moi, c'est la première chose, c'est de retravailler en cohérence. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, à tous les niveaux, enfin, en termes de communication. Alors, est-ce que la COP22 est un événement qui va nous permettre de rayonner à l'international, qui nous permet déjà de rayonner à l'international? Est-ce qu'on a pris la mesure aujourd'hui, pour ne pas rater le code justement, de rajouter cette brique dans finalement la construction de cette marque-là? Est-ce que cette cohérence, est-ce qu'elle est en train de prendre forme, le discours, la manière de communiquer dessus à l'international? Est-ce qu'on y a réfléchi? Et c'était un des ateliers que vous aviez au cours de la conférence. Une réponse claire? Non. Bon. D'accord. Bon, ça mérite d'être clair. Voilà. Aujourd'hui, nous ne ressentons pas encore que la COP22 est un projet national que les citoyens marocains doivent porter avant que ce soit les autorités publiques ou le comité d'organisation de la COP22. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites dans ce sens, mais je parie que s'il y a une étude qui se fait et demandez autour de vous si les gens savent de quoi il s'agit, à part les gens qui sont avertis, qui lisent les journaux et qui suivent l'actualité, qu'est-ce que la COP22 et à quoi ça sert, on aura des réponses très négatives, je dirais. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une occasion... Négative ou incomplète. Ou incomplète, au moins. Aujourd'hui, nous avons une opportunité de se positionner non seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Et je le disais tout à l'heure, la COP22 peut être un soft power très intéressant qui va nous permettre qui va faire être le déclic pour le lancement d'une stratégie image du Maroc globale et transversale. Toutes les lumières vont être ruées sur le Maroc. Nous allons recevoir plus que 30 000 personnes en une semaine ou en 10 jours à Marrakech. Nous allons avoir tous les médias internationaux qui vont parler du Maroc. Nous avons besoin tout d'abord que les Marocains soient conscients de qu'est-ce qu'une COP22. Nous sommes à quelques mois aujourd'hui et je pense que le travail il y a un travail qui a déjà commencé à être fait, que ce soit la labellisation de certaines conférences, etc. Mais je suis sûr que jusqu'à aujourd'hui, si nous ne commençons pas le travail aujourd'hui, je sais qu'il y a des agendas politiques, économiques, etc. Et donc vraiment les temps sont un peu compliqués. Mais en tout cas, le travail sur la COP22 doit être indépendant de tout agenda politique ou économique
économique ou sociale. Nous avons besoin de fédérer les Marocains autour de cette cause, parce que la COP, c'est pas que les 10 jours qui vont du 7 au 11 novembre. La COP 22, c'est toute une année d'activités, d'initiatives, de sensibilisation, de transformation de notre tissu industriel, parce qu'aujourd'hui, on parle des sacs en plastique qui vont devoir disparaître en mois de juillet. Ça touche tous les Marocains. On parle de plusieurs choses qui vont devoir... On l'attend. Voilà, on attend. Enfin, on parle de l'émission des gaz carbone aussi, sur lesquels il y a un travail qui doit être fait. On a besoin de l'arsenal juridique, légal derrière, qui va devoir formater, en fait, encadrer toutes ces initiatives. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si je parle du point de vue communication, nous sommes en retard. Ramadan qui arrive, l'été qui arrive, la rentrée scolaire, je pense que les gens vont avoir la tête ailleurs. Je pense qu'il y a de l'effort à faire dans ce sens pour pouvoir maximiser la visibilité de cette COP22. Je suis tout à fait d'accord avec Khalil aussi. Je pense que, j'ai pas envie de dire on est en train de rater ce rendez-vous, mais la COP22, c'est pas un mois avant la COP où il faut qu'il y ait tous les projecteurs sur Marrakech et qu'on voit tout le monde à la télé. Il faut profiter de ça toute l'année, notamment avec les futures générations, avec les écoliers. On aurait dû faire des choses dans les écoles toute l'année. Profiter de cet événement pour faire une éducation par rapport à l'environnement, par rapport à sauvegarder notre environnement. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait des bus à Marrakech, l'achat d'une trentaine de bus électriques, mais dans les écoles, je suis persuadé, si on allait dans les écoles, on demandait est-ce que vous savez qu'il y a la COP22 cette année, personne ne dirait. Vous savez, ça me rappelle une petite histoire. L'année dernière, au même moment que maintenant, j'étais allé voir plusieurs entreprises, médias, pour parler des 40 ans de la Marche verte. Je voulais faire un challenge qui était traverser tout le Maroc de Tanger à Al-Gouera pour arriver le 6 novembre pour les 40 ans de la Marche verte. Moi et un athlète handicapé qui est d'ailleurs qualifié aux Jeux Olympiques, Mohamed Lena. Quand je suis allé voir les autorités, que ce soit les autorités ou les entreprises, tout le monde m'a dit mais les 40 ans de la Marche verte, ça va être, on va faire un truc le jour même et personne ne va en parler. Alors que j'en ai parlé depuis mai, juin, juillet, j'ai dit c'est quand même 40 ans, c'est une date symbolique et tout. Rien n'a été fait jusqu'à 10 jours avant le 6 novembre quand Sa Majesté est allée dans le sud du Maroc. Et là, il y a eu une pléthore d'événements tout en même temps. Du coup, le problème, ça a dilué parce que au lieu si on avait tous ces événements, on les avait un petit peu espacés dans le temps et on aurait plus profité de cette fête. Donc encore une fois... Donc ça revient sur le fait, encore une fois, exactement. Ça rejoint ce que vous 3 disiez, semaines avant. Anticiper aujourd'hui, c'est la question que je vous posais, pour ne pas rater le coche finalement de cet événement que nous courons. Média TV, on fait une émission spéciale COP22 tous les mois, on en a beaucoup parlé, on essaye d'en parler le mieux possible en vulgarisant tous les concepts qui sont autour de la COP22, bien évidemment. Je voulais vous poser une question tout à l'heure, on est passé dessus, c'est la valorisation de la marque Maroc, parce que c'est vrai que la valorisation de la marque Maroc, moi quand je vois en 2015, c'est un classement qui a été établi par Brand Finance, qui analyse chaque année 100 marques nations les plus puissantes. On est classé à la 69e place au niveau mondial sur ces 100 pays. Et on valorise en 2015 la marque Maroc à 44 milliards de dollars. Alors expliquez-moi comment on valorise une marque à l'international. Alors c'est vrai que quand on se rappelle du discours de Sa Majesté de la Fête du Trône en 2014, où là, la notion de capital immatériel, il a bien insisté dessus. Et lorsqu'on voit qu'en face, finalement, on a ce chiffre-là, comment on valorise une marque aujourd'hui ? Il faudra mettre ce chiffre par rapport en le comparant avec d'autres pays. Donc aujourd'hui, le Maroc il est 69e. La première position elle est occupée par les États-Unis avec une valeur de la marque USA de quelque chose comme 18 000 milliards de dollars. On descend un peu plus dans le classement. À la 19e position, la Turquie, qui était dans la 40-45e position il y a 10 ans. Et aujourd'hui, elle est classée 19e avec une valeur de la marque Turquie de quelque chose comme 675 milliards de dollars. Juste pour qu'on puisse se situer. Oui, l'Espagne, plus ou moins, qui est dans le même ranking. En tout cas, le Maroc, il se retrouve au milieu de certains pays, notamment l'Égypte, la Moldavie, la Lituanie, etc. Donc, on se positionne. C'est-à-dire, moi, personnellement, quand j'ai vu ce chiffre, je n'étais pas très étonné, sachant que, connaissant tout le travail qui est fait pour la promotion de l'image du Maroc, etc., la cohérence et la convergence des stratégies sectorielles.
Excusez-moi. Donc aujourd'hui, le Maroc il est 69e sur la base de plusieurs critères. On en a parlé de quelques-uns tout à l'heure, l'attractivité à l'investissement, le tourisme, les talents et les services, et les produits, les talents et les ressources humaines, et les produits et les services. Mais aujourd'hui, effectivement, tant qu'il n'y a pas de travail qui se fait pour valoriser cette marque, pour valoriser ce capital immatériel, justement. Vous avez parlé du discours de Sa Majesté. Le 30 août 2013, il a adressé une lettre aux ambassadeurs, les encourageant à faire la promotion du label Maroc, ça a été cité tel que, pas en tant qu'un slogan, mais en tant qu'une stratégie qui revient dans tous les messages de la diplomatie politique, de la diplomatie officielle à la diplomatie économique. Donc aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de travail à faire, il ne faut pas qu'on soit étonné de ce genre de classement. Quand on voit ce que les autres pays font pour la promotion de leur image, notamment la Turquie, l'Espagne, pour prendre des pays qui sont plus ou moins comparables à notre, disons, positionnement, qui ont pris conscience de l'importance de la promotion de leur marque pays. Il ne faut pas qu'on soit étonné de cela. Quand on prend l'exemple d'une marque commerciale, notamment comme Apple, qui est valorisée à quelque chose comme 115 milliards de dollars, et on compare ça avec une marque pays, nation, qui est à 44 ou 48 milliards de dollars, on peut voir la différence, et on sait que le travail, c'est un travail marketing, c'est un travail de communication qu'il faudra faire de manière transversale. En parlant de marketing et de communication, je vous recommande ce livre quand même, et de le feuilleter, vraiment, et vous replongerez, et vous rendrez compte avec du recul du potentiel et du capital que nous avons en termes de marque marocaine, car elles construisent la marque Maroc. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Médien TV, la rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route, et je vous dis à demain.